City Talks, ensemble inventons la ville de demain avec Novaxia. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur City Talks, ensemble inventons la ville de demain. Nous sommes sur le Salon des maires et nous allons en discuter ensemble de cette ville qui se construit chaque jour sous nos yeux. On assiste à l'émergence d'une nouvelle tendance sur des sites délaissés, des friches et autres terrains vagues. Et bien de l'urbanisme transitoire ou temporaire se construit avant de laisser place à d'autres projets immobiliers urbains. C'est à la mode, pourquoi? Mais comment ça fonctionne? Pourquoi ça marche? On va en discuter avec nos trois experts. Juliette Pinard, doctorante en urbanisme. Bonjour Juliette. Bonjour. On est également en compagnie de Nicolas Samson, le maire de Massy, conseiller régional. Bonjour monsieur le maire. Et de Vincent Roser de Novaxia. Bonjour Vincent. Bonjour. Voilà, on va démarrer donc cette émission avec ces questions, ces interrogations et d'abord des précisions. Alors, l'urbanisme transitoire, comment ça fonctionne? Juliette, c'est à vous. Merci. Alors comme vous le savez certainement, le 26 août dernier, la ville de Paris a signé une charte en faveur du développement de l'occupation temporaire, aux côtés d'une quinzaine de propriétaires publics et privés. Ce moment un petit peu historique a marqué un engagement pris par ces acteurs de systématiser autant que possible le développement d'initiatives d'urbanisme temporaire au sein de leurs biens vacants. Cette initiative va dans le sens du vœu qui avait été adopté par la métropole du Grand Paris en février 2018 et en dehors de la région francilienne. On voit également tout un certain nombre de projets qui fleurissent, par exemple à Marseille, à Rouen, à Bordeaux. On note également l'engagement récent de la métropole de Lyon en faveur de l'urbanisme temporaire. Et de fait, ces 5 dernières années sont marquées par un engouement très important des acteurs publics comme privés de la production urbaine pour ces projets d'occupation temporaire. L'urbanisme temporaire se diffuse de plus en plus comme une bonne pratique, en portant l'idée que la vacance peut devenir une nouvelle opportunité pour transformer la ville. Et de fait, les lieux d'urbanisme temporaire peuvent être considérés comme de nouvelles aménités pour les territoires en tant que lieux de vie artistique, culturel, espace de travail à bas coût. Et dans ce contexte, le développement de projets emblématiques, vertueux, par exemple comme les Grands Voisins, ont montré l'importance, à Paris, ont montré l'importance d'une action croisée entre à la fois le propriétaire, la collectivité locale et bien entendu l'occupant temporaire, qu'il s'agisse d'une association, d'une entreprise ou d'un collectif. Et ce trio va être au cœur de nos échanges aujourd'hui, puisque c'est la participation de ces trois acteurs qui apparaît comme centrale dans l'émergence et la mise en œuvre de ces projets d'urbanisme temporaire. Or, les conditions de ce dialogue, aujourd'hui entre propriétaires, collectivités et occupants temporaires, semblent encore à inventer. En attestent les critiques portant sur le manque d'intégration de certains lieux d'urbanisme temporaire au sein de leur territoire, de leur fonctionnement en enclave, et donc de l'intérêt parfois limité qu'ils peuvent représenter pour les habitants du quartier. Et ce manque d'intégration peut s'expliquer par les faibles relations qui ont été nouées avec les municipalités. Et cela fait apparaître la nécessité d'inclure les élus le plus en amont possible dans la mise en œuvre de ces projets afin qu'ils deviennent des atouts, des aménités pour les territoires. Et pas uniquement pour les territoires métropolitains. La question se pose d'embarquer aussi les élus en dehors des grandes métropoles afin de diffuser ces initiatives sur l'ensemble du territoire national, des villes moyennes aux zones rurales. Soyons ambitieux. Et pour ce faire, il existe déjà un certain nombre d'outils, d'initiatives qui permettent de diffuser ces bonnes pratiques, de faciliter leur appropriation par les collectivités. Alors je pense aux différentes études qui ont été menées par l'IAU, par la PUR, pour la région francilienne, ainsi que la recherche universitaire aussi qui avance sur ces sujets et qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux, les incidences qui sont liées à ces projets temporaires. Citons également l'existence de dispositifs de soutien financier, publics ou privés, comme celui de la région Île-de-France en faveur de l'urbanisme transitoire, ou le fonds de dotation créé par Novaxia. Et enfin, des formations aussi se développent pour accompagner les porteurs de projets, mais aussi les pouvoirs publics dans leur acculturation à ces nouveaux sujets, par exemple en termes de modèle économique, de contractualisation, de connaissance des acteurs. Mais il me semble qu'il y a encore des appréhensions à dépasser. Je pense notamment à cette histoire conflictuelle qui a pu exister entre des municipalités et des collectifs à travers le développement d'occupations temporaires sur un mode plus spontané, légal ou non. Et c'est une histoire qui suscite encore des réticences de la part de propriétaires, de municipalités. Et l'enjeu est peut-être de rassurer ces acteurs
Et c'est ce à quoi s'emploient notamment de nouveaux professionnels de l'urbanisme temporaire qui ont émergé ces dernières années. Et ce sont des structures qui accompagnent les collectivités et les propriétaires sous la forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage et qui vont s'employer à mesurer les effets positifs générés par ces projets sur les territoires et qui vont apporter la preuve de la confiance que peuvent leur accorder les municipalités. Et je pense que cette question de la confiance est assez centrale parce qu'il faut rappeler que bien qu'hérité de pratiques anciennes, l'urbanisme temporaire tel que nous le connaissons aujourd'hui est un modèle récent. Nous sommes encore dans un moment d'apprentissage. L'urbanisme temporaire est une pratique qui s'éprouve, qui se construit en faisant. Et il est donc temps de s'interroger sur les manières de l'améliorer grâce à la parole des élus et à leur retour d'expérience. Ce qui me permet d'ouvrir sur un certain nombre de questionnements auxquels j'espère que nous pourrons répondre pendant cette On va s'y employer, effectivement. Donc, du point de vue des élus, je me tourne vers vous. Êtes-vous tout d'abord convaincu par ces initiatives d'urbanisme temporaire ? Quel intérêt y voyez-vous ? Éventuellement, à quelles difficultés faites-vous face ? Et surtout, de quoi auriez-vous besoin en termes d'outils, de moyens pour faciliter le développement de ces projets ? Les communes vous semblent-elles finalement assez outillées ? Et plus largement, quel rôle les élus ont-ils à jouer pour créer les conditions favorables à l'émergence de ces projets ? Merci Juliette Pinard, voilà un bien bel édito en forme de point d'interrogation. Ça te tombe bien puisque l'idée sur cet urbanisme temporaire, c'est d'avoir la réaction et peut-être l'expérience des élus. Alors Nicolas Samson, vous êtes le maire de Massy. Première question, est-ce que vous-même, sur la commune, vous utilisez ce dispositif et vous faites de l'urbanisme temporaire ? Oui, dans le cadre d'une grosse opération qu'on a de restructuration d'une copropriété commerciale, en pratique, on a un ensemble qui fut à l'époque, il y a longtemps, dans les années 60, le plus grand centre commercial d'Europe, enfin beaucoup de choses l'ont été, un ensemble qui fait 8000 m² de commerce à peu près, qu'il faut exproprier, transformer parce qu'il s'est trop dégradé, et c'est nécessaire de le faire. Et évidemment, c'est des procédures qui prennent beaucoup de temps, parce qu'il y a des gens en place, il y a au-delà de la question des procédures, des accords à trouver, des gens à reloger. Donc tout ça, c'est des processus longs, toujours plus longs qu'on ne voudrait. Et c'est important que pendant ce temps-là, ce site qui est le centre d'un grand quartier populaire, que ce site il continue à vivre, qu'il ne soit pas juste laissé à l'abandon. Une friche hors la ville, c'est ennuyeux, mais je dirais c'est pas dramatique. Une friche en cœur de ville et a fortiori une friche commerciale qui était un lieu utilisé, donc un lieu où les gens vont, c'est vraiment problématique. Donc évidemment il y a besoin d'occuper, et ce qui est intelligent dans ce genre de démarche, c'est d'essayer de faire de cette faiblesse une force et d'essayer d'utiliser ces interstices, ces moments un peu décalés, un peu enquiquinants, où on est entre deux pour créer quelque chose de positif, offrir quelque chose qui ne durera pas, mais c'est pas grave, mais offrir de nouvelles opportunités. Donc nous, très concrètement, on a travaillé, l'aménageur Paris Sud Aménagement a travaillé avec Plateau Urbain, pardon pour les amis de Novaxia, on travaille avec eux sur un autre sujet, avec Plateau Urbain sur la relocalisation d'un certain nombre la réoccupation d'un certain nombre d'espaces, la Société Générale devenue Société Généreuse, la recyclerie sportive qui est une très belle structure qui s'est développée maintenant dans toute l'Île-de-France. C'est intéressant cette histoire parce que la recyclerie sportive, c'est d'abord des initiatives d'un certain nombre de gens pour récupérer, transformer, notamment le vélo. Ça commence par le vélo, après ça va au-delà. Et puis on les a aidés à installer une boutique temporaire dans ces lieux. Et aujourd'hui, ils essaiment dans plein d'endroits et ils réoccupent, on l'inaugurera demain matin, un site sur une ancienne gare RER à Massy-Palaiseau, où ils se sont beaucoup développés. Donc il y a aussi l'idée que ces choses temporaires qu'on essaye, qu'on teste, elles peuvent ensuite se développer. Pas toutes, certaines seront juste éphémères, et puis d'autres seront éphémères et fécondes. Et ça c'est plutôt des jolies histoires. C'est du temporaire qui peut durer in fine. Vincent Orez, vous êtes directeur du développement durable et innovation chez Novaxia. Vous connaissez bien ces sujets également. Votre réaction justement quand vous entendez monsieur le maire ? Ma réaction, c'est que je suis ravi d'entendre ce type d'expérience en cours qui se développe, puisqu'on voit que c'est en train de se développer, et ça ne se développe pas qu'à Paris, et c'est ça qui est extrêmement important. Tout ne se passe pas qu'à Paris.
voire au contraire, il y a énormément d'innovations aujourd'hui dans le monde social, solidaire, économique, qui se passe hors de Paris aussi, et heureusement. Ma question et mon interrogation, c'est la place de l'élu aujourd'hui sur ces programmes-là. Alors on le sait, l'élu a une stratégie, et heureusement, pour le développement de son territoire. Par contre, l'urbanisme temporaire, ce type de projet éphémère, comme vous l'avez dit, par définition, ne s'inscrit pas forcément dans une stratégie politique d'aménagement plus long terme. Comment vous voyez-vous la place de l'élu dans ce genre de phénomène éphémère? Et deuxièmement, par rapport aux projets qui peuvent naître sur votre territoire extrêmement actif, comment l'élu est-il consulté ou pas? Je vous livre une anecdote. J'étais récemment à une grande conférence sur l'urbanisme en France. Il n'y avait aucun élu et j'étais un peu apeuré puisqu'on parlait beaucoup d'urbanisme temporaire. En tout cas, les organisateurs voulaient en parler et on n'interrogeait aucun élu. Donc ça nous a fait un petit peu peur, d'où ma question. Alors, réaction qui est aussi une réaction à l'édito. Faut un peu se méfier de nous. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il faille forcément donner une place trop importante aux élus sur ces sujets-là. Moi, j'ai connu une structure qui est célèbre, que vous devez connaître, qui est Yes We Camp. J'ai été à Yes We Camp, qui s'est créé à l'occasion de Marseille. C'était la culture dans le camping, je ne sais pas comment appeler ça, qui a été créé par les équipes, par Nicolas Détry et tous ceux qui travaillent autour de lui. Et c'était un lieu merveilleux parce que c'était aussi un espace de liberté. Et c'est aussi, ma réaction à l'édito, il faut qu'on fasse attention à ne pas se dire l'urbanisme temporaire, c'est une nouvelle modalité d'aménagement dont il faut définir les règles, les normes, les procédures, etc. Parce qu'on va tuer le truc. Tout ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi les espaces de liberté qu'on crée. Quand on a inauguré justement ce qui était fait par Plateau Urbain là, sur la zone des Franciades, donc sur le centre commercial que j'évoquais tout à l'heure, j'ai essayé de trouver une petite formule. Les élus, on aime bien trouver des petites formules, et j'ai inversé la formule de 68 qui était « il est interdit d'interdire », en disant « il est permis de permettre ». Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est-à-dire que notre boulot sur un certain nombre de choses, c'est de permettre, de laisser faire. Alors évidemment, c'est bien qu'on soit informé. Évidemment, il y a quelques garde-fous quand même, parce que la permissivité absolue, ça ne marche pas tout à fait. Mais quand même, il faut, je crois, là-dedans, qu'on soit dans une logique permissive, dans une logique de tester des trucs, de prendre le risque de l'échec. Et si c'est trop porté, encadré par les élus, ça va rendre les choses plus compliquées. Au fond, pour moi, c'est plus compliqué de vraiment organiser un truc et de prendre le risque de l'échec plutôt de dire écoutez, allez-y. Voilà, allez-y, puis on verra bien, avec une bienveillance, hein, évidemment, avec une bienveillance, mais sans trop encadrer, sans trop de procédures, et avec beaucoup de liberté. Est-ce que vous pensez que le rôle de l'élu dans ce cas est en train de se modifier, ou ça a toujours été un positionnement d'un élu qui pourrait aussi attendre de certains projets qu'ils naissent d'eux-mêmes aussi? Est-ce qu'on n'était pas auparavant, si je schématise, dans l'élu prescripteur, et aujourd'hui on est dans un élu qui change un peu au niveau local? Alors je pense que c'est pas qu'une question d'élu, je pense que c'est tout le système de production de la ville. On doit réapprendre une forme de modestie, d'écoute, etc. Après tout, l'histoire que je raconte, il se trouve que le quartier dans lequel on fait cette opération, c'est aussi le quartier dans lequel j'ai grandi. C'est quand même un certain nombre des erreurs commises dans les années 60. Et les gens qui, dans les années 60, ont commis ces erreurs n'étaient ni des imbéciles, ni des salauds. Donc ils avaient envie de bien faire et ils pensaient pas mal. Pourtant, ça a quand même pas très bien marché. Il faut qu'on essaye d'apprendre des leçons. Alors si l'apprentissage des leçons, c'est que la forme urbaine n'est pas bonne et qu'il ne faut pas faire les toits terrasses, je pense qu'on est un petit peu à côté de la plaque. Je pense qu'il y a une question autour de l'idée que, en fait, d'abord, tout urbanisme est temporaire et que les choses ont besoin d'évoluer. Forme d'une certaine modestie. Moi, je pense que une des choses modernes qu'on doit faire dans la manière d'aménager, c'est faire preuve de sobriété, de modestie. Alors, de temps en temps, on tente le grand coup à coup de volonté politique, et puis on peut crier au coup de génie, on peut aussi crier au grand plantage, et parfois on crie au coup de génie au moment de l'ouverture, et 5 ans après on crie au gros plantage. Pour moi, ce qui est très profond là-dedans, c'est une manière d'aborder les choses en se disant qu'il faut
respecter, écouter les territoires, tester, voir si quelque chose, si ça mord, si ça enchaîne, si la mayonnaise prend, ne pas être trop péremptoire dans la manière d'aménager. Voilà, il est permis de permettre. En tout cas, on retiendra cette nouvelle formule. Je vous propose de nous intéresser maintenant justement à un projet d'urbanisme temporaire mené par la coopérative Plateau Urbain. C'est notre reporter Clément Lebas qui s'est rendu sur place. City Talks, ensemble, inventons la ville de demain. Reportage. Le jeudi 21 novembre 2019 avait lieu l'inauguration de la Maison Marceau. Les associations Aurore et Plateau Urbain ont été sollicitées par la CIPAV afin de mettre en place un lieu pour artistes et femmes dépourvus en plein cœur de Paris, comme nous l'explique son directeur général Olivier Selmati. La CIPAV est une caisse de retraite obligatoire, c'est un organisme de sécurité sociale qui dispose d'un patrimoine immobilier de 12 immeubles. Et l'immeuble Marceau avait vocation à être profondément rénové par des travaux importants. On a eu quelques vicissitudes sur le dépôt du permis de construire et donc on s'est posé la question de comment utiliser utilement cet immeuble pendant la phase de nouvelle instruction du permis de construire. Et donc on a choisi la solidarité et de mettre en place un tiers-lieu où on accueille de jeunes créateurs d'entreprises, des artisans, des commerçants, des associations, des artistes et également un centre d'hébergement d'urgence avec 55 femmes qui sont en situation de précarité. C'est une véritable aubaine pour le directeur du développement de Plateau Urbain, Paul Citron, qui voit en ce lieu une possibilité d'ouvrir les portes de bâtiments à l'abandon pour ce genre d'association. Cette opération, elle est exemplaire parce qu'il s'agit d'un propriétaire institutionnel qui met à disposition son immeuble, qui nous fait confiance et qui donc nous prête gratuitement un immeuble pour y développer des activités solidaires. Et l'idée, bien sûr, c'est que cette mise à disposition puisse se développer, puisse devenir systématique pour tous les propriétaires immobiliers qui possèdent parfois des immeubles vacants entre deux usages et qu'ils puissent pendant une année ou quelques temps confier ces immeubles à des opérateurs qui organisent des occupations solidaires. Donc je voudrais passer un appel aux propriétaires immobiliers, publics, privés, parapublics ou institutionnels. Si vous avez des biens vacants, nous avons des solutions collectivement pour les occuper à des fins d'intérêt général, ce qui permet à la fois de les sécuriser, de les entretenir, mais aussi de contribuer à une ville partagée et donc à augmenter notre impact social collectif. Vincent, justement, une petite question, là on a entendu sur ces friches ou pendant cette période de temps, il faut dire que quand le bâtiment n'est pas occupé, il y a aussi un coût qui est énorme de gardiennage, d'entretien, autant finalement, on verra avec Monsieur le maire si c'est exact, autant utiliser cet argent finalement pour promouvoir d'autres projets alternatifs. Alors, comment c'est arrivé chez Novaxia ce sujet d'urbanisme temporaire? Les grands voisins étaient en train de se lancer et le modèle économique de Novaxia, l'un de ses modèles économiques, est d'acheter des terrains sans conditions suspensives ou d'acheter des bâtiments sans conditions suspensives, ce qui est une différenciation par rapport à d'autres du secteur. Ce qui fait que quand on achète, il reste encore pas mal de problèmes à purger du permis de construire, il y a encore un peu plus de temps que d'autres avant de pouvoir engager les travaux de réhabilitation notamment. Et donc on a un temps, des fois de 1, 2, 3 ans, dans un immeuble qui est des fois encore fonctionnel, voire partiellement occupé. Ça nous arrive encore. Et donc toute notre question, c'est qu'est-ce qu'on fait durant ce temps de vacances pour faire vivre le territoire, pour faire vivre le bâtiment aussi, et pour faire vivre au fond tous les acteurs qui aimeraient bien profiter de ce foncier-là. Tout en ayant un impact, puisque l'idée, en tout cas chez Novaxia, ça n'est pas d'en faire un modèle de revenu. On est dans un organisme à but non lucratif pour gérer une vacance, puisqu'on se dit qu'il y a tellement d'enjeux sociaux, notamment environnementaux, avec des artistes notamment qui n'arrivent plus à trouver forcément des espaces, avec des acteurs solidaires, on l'a entendu dans le reportage, qui n'arrivent plus à avoir des bureaux à prix accessible. On se dit qu'il y a 1,5 million de mètres carrés vacants aujourd'hui. En Ile-de-France, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos petits moyens dans nos immeubles. Après, bien sûr, l'appel, on l'a d'ailleurs co-signé avec Plateau Urbain, Éric Pillès d'Aurore en juin dernier, pour appeler tout le monde, acteurs publics et privés, à faire
à faire de l'urbanisme temporaire. Alors je me tourne d'ailleurs vers monsieur le maire. Avez-vous des espaces qui pourraient se prêter à de l'urbanisme temporaire, et sinon, où est-ce que ça pourrait naître dans votre territoire? Alors, j'ai pas comme ça d'évidence. Et puis, je reviens sur je suis pas sûr que ce soit la bonne question. C'est-à-dire que si c'est vraiment moi comme maire qui identifie quelque chose et qui dit ça, on va être dans la procédure organisée, on va être quelque chose de chose. Il y a des lieux, vous en connaissez, il y en a un, on y travaille ensemble, qui est de réutilisation et de transformation d'une ancienne gare, mais là on est sur un sujet qui s'étale sur 50 ans, donc c'est du temporaire qui va quand même plutôt durer. C'est une histoire un peu différente. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est par exemple, j'espère, il y a sur Massy un très grand espace, il fait une vingtaine d'hectares, qui est occupé à la fois par une friche commerciale, pour faire court, et par un hypermarché, lui, bien actif. Je les pousse à travailler ensemble, et je sais qu'ils le font, pour penser à une transformation complète du site. Je pense qu'une telle transformation, ça s'étalera forcément sur beaucoup d'années, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, enfin pas 2-3 ans, ça c'est clair. Je pense que si on veut le faire intelligemment, il faut accepter qu'il y ait des choses qui se font progressivement, des utilisations intermédiaires. Ça. Donc je pense qu'il y a des lieux qui peuvent se faire. Après, il y a un point peut-être sur lequel j'aimerais revenir par rapport au sujet et au reportage qu'on a entendu, c'est la question de la générosité, j'ai envie de le dire comme ça. J'emploie le mot à dessein, d'abord parce qu'il y a le petit clin d'œil à la société généreuse, là encore. Je pense que ce qui est intéressant et en même temps un petit peu dangereux, c'est l'idée que dans ces espaces-là, des choses se passent parce qu'elles ont une dimension éthique, je ne sais pas si c'est le très bon terme, on va dire de générosité, on va dire ça, d'ouverture, de permettre des choses qui ne rentrent pas dans le système économique classique. La frontière étroite, et pas facile, c'est entre ça et le politiquement correct. C'est-à-dire que, et c'est là aussi qu'il faut qu'on se méfie des élus, c'est-à-dire que quand on est effectivement dans une démarche sincère qui permet à un certain nombre de nécessités, à des gens qui en ont envie de trouver une réponse, très bien, quand on va commencer à se dire flûte, il faut que j'occupe mon espace, bon alors il faut que je trouve mon association de solidarité, il faut que je coche mes cases, vous voyez, etc., je pense qu'on aura totalement dévoyé le système. Et la frontière entre les deux, elle n'est pas simple, elle se joue autour de quelque chose qui est de la sincérité. Et ça, c'est un truc qui se met pas bien en case, la sincérité. J'ai l'impression que vous prenez finalement une approche un peu organique, comme ça, qui viendrait plutôt de la société civile, plutôt que l'organisation un peu administrative, je dis ça gentiment évidemment, mais dès que ça tombe, c'est vrai, dans les mains des élus, et puis même peut-être aussi partisane. Alors que là, finalement, une générosité, les associations peuvent être peut-être moins taxées. Partisane, je sais pas, mais en tout cas pas dévoyée. Pas récupérée. Et ça peut être dévoyé de deux manières, je pense. Ça peut être dévoyé plutôt par les élus, effectivement, quand on tombe dans le politiquement correct, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur un sujet d'affichage, de raconter que voilà, c'est super, et en caricaturant, hein, mais on est à la fois durable, inclusif, vous savez, on coche tous les mots là. Voilà. Donc là, moi je trouve ça un peu désespérant quand ça. Et puis ça peut être dévoyé peut-être plutôt par les opérateurs, c'est la limite, c'est ce que vous disiez madame tout à l'heure, c'est la frontière entre le libre et l'illégal. Et moi je suis convaincu que des projets comme ça, ils ont besoin de pas trop de cadres, donc on ne peut pas être dans de la procédure stricte et de la légalité stricte. Maintenant, entre dire on n'est pas dans une procédure stricte encadrée et on est dans l'illégalité, voilà. Et c'est là qu'il y a un truc, et je comprends la petite prise de risque, hein, aussi le petit danger, c'est entre permettre un certain nombre de choses à faire et terminer dans le squat ou la ZAD, alors qui peuvent être des arguments politiquement acceptables, c'est des mots, je ne veux pas condamner en tant que tel ça, mais c'est autre chose, on parle d'autre chose. Est-ce que le rôle des élus ne serait pas de créer justement des conditions favorables qui permettent à ces projets d'émerger ? Je pense par exemple à la ville de Gand qui a mis en place un plan de transition vers les communs. C'est la première ville en Belgique à l'avoir fait. Et elle, sa posture, c'est de se dire qu'il y a des initiatives, des acteurs qui ont envie de développer des projets, mais en tant que ville, c'est pas forcément à elle d'encadrer exactement ce que vous disiez, de maîtriser ces projets, mais plutôt
de développer des mesures qui permettraient de faciliter ces projets. Voilà. Est-ce que c'est pas plutôt votre rôle ? Alors moi je pense que c'est notre rôle. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, la posture, c'est celle de Partner City. C'est la ville partenaire de ces projets. J'aime mieux Partner City, au-delà de l'anglicisme, que plan 2, etc. Parce que moi, les plans 2, là, on commence à être... On est dans le Gosplan. Voilà, on est dans les machins. Je pense que la condition qu'on peut aider à créer, c'est pas la plus facile, mais c'est l'atout de réussite de tous les projets, c'est la confiance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Ce qu'il faut, c'est créer le climat de confiance qui va permettre un peu de prise de risque aux uns et aux autres. Pour moi, c'est là-dessus qu'on doit travailler. On a un deuxième reportage à vous proposer. SNCF Immobilier s'est aussi lancé dans l'urbanisme transitoire. Notre envoyé Clément Lebas a contacté le directeur général de la SNCF Immobilier, Benoît Quignon, qui nous explique pourquoi la SNCF a eu besoin et se sert de l'urbanisme transitoire pour occuper des gares vides. Bonjour Benoît Quignon, vous êtes le directeur général de SNCF Immobilier. Oui, bonjour. Et vous vous intéressez en ce moment avec la SNCF justement à l'urbanisme transitoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, est-ce que vous pouvez mettre un contexte de comment c'est venu dans votre esprit ? Alors effectivement, l'important c'est de rappeler un petit peu d'où on part. Le SNCF Immobilier a été créé il y a maintenant 5 ans pour transformer en fait les actifs de la SNCF. Les actifs de la SNCF, qui est le deuxième propriétaire en France, c'est 8,5 millions de mètres carrés, c'est 25 000 bâtiments, c'est 20 000 hectares, c'est aussi 100 000 logements. Donc vous voyez que l'objet est tout à fait considérable, il est réparti sur l'ensemble du territoire national et c'est un patrimoine en fait dont la caractéristique c'est aussi d'être assez vieux et pas toujours adapté aux conditions d'exploitation d'un système ferroviaire moderne et contemporain. Et donc notre première mission c'est d'optimiser l'ensemble de ce patrimoine et puis de libérer en fait des espaces qui sont aujourd'hui sous-occupés, mal occupés. Et c'est là qu'intervient assez rapidement le sujet de l'urbanisme transitoire. Quand on a libéré des terrains après avoir réalisé des travaux, lorsque l'on a libéré des espaces bâtis, après avoir relocalisé des activités, on se trouve à la tête de maisons d'ateliers, d'usines qui sont vides, qui sont peu utilisées et qui sont soumis en fait à une pression locale souvent très forte. Une association voudrait s'y installer, une municipalité voudrait éventuellement récupérer ce terrain. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de redonner une vie finalement entre ce moment où les activités ferroviaires quittent le site et puis le moment où le site va redevenir à la fois un morceau de ville, un lieu d'activité commerciale ou économique. Et ça peut prendre parfois quelques mois, souvent quelques années, parce qu'il faut concerter, il faut modifier les documents d'urbanisme, il faut finalement réfléchir au devenir du site, souvent avec des riverains ou des collectivités locales qui ont oublié ce qu'il y avait sur ce site parce que les sites SNCF, ils avaient aussi une autre caractéristique, c'est d'être un peu refermés sur eux-mêmes. Et donc, ils renferment aussi une part un peu de mystère, mais aussi d'inquiétude, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et les opérations d'urbanisme transitoire, c'est-à-dire la possibilité donnée à des acteurs de la vie associative, de l'économie sociale et solidaire, ou même d'entreprises événementielles, de réinvestir ces lieux pour des durées limitées et de proposer des projets, c'est justement de réouvrir, de réactiver ces lieux et de leur redonner une seconde vie et surtout de tester finalement sans prendre finalement trop de risques, de nouvelles activités, de nouveaux usages, et donc de préparer l'avenir. Ça, c'est vraiment le sens qu'on essaye de donner à l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est tourné autour de la ville et de la construction de la ville, de la transformation d'actifs anciens, tout en préservant leur identité, tout en valorisant et en exploitant leurs valeurs symboliques, leurs valeurs historiques, en essayant de renouer des liens avec le voisinage, de renouer des liens avec les acteurs de la ville. Et ça réussit plutôt pas mal parce que on a pu développer une vingtaine de projets sur le territoire français. Alors pas mal en Île-de-France,
mais on a accueilli au total près de 3 millions de personnes jusqu'à présent. Donc c'est un très très grand succès populaire, et surtout ça a donné à ces sites, je veux parler de Gare des Mines, je veux parler de Gare de Lyon-Daumesnil, je veux parler d'Ordener, je veux parler des rencontres d'Arles par exemple dans le sud de la France, une visibilité nouvelle. Merci beaucoup Benoît Quignon. Je rappelle que vous êtes directeur général de la SNCF Immobilier, de nous avoir un peu parlé justement de l'urbanisme transitoire qui se passe en ce moment à la Gare des Mines sur Paris, puis un peu partout en France. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Imo. Voilà, réactiver des lieux, nouvelles activités, nouveaux usages. Une précision, Juliette, que vous vouliez apporter sur SNCF Immobilier. Oui, SNCF Immobilier est en charge de la gestion et de la valorisation du patrimoine de la SNCF, à l'exception des gares, contrairement à ce que vous disiez en introduction, mais c'est une petite précision qui a son importance. C'est quand même le deuxième propriétaire en France, à l'exception des gares sur SNCF Immobilier. Très bien, c'est noté. Une question, jusqu'à présent on a beaucoup entendu une mixité d'usages très très forte, alors vous disiez inclusif, solidaire, durable. Et en même temps, ça m'a fait tiquer, alors peut-être parce que je suis responsable développement durable d'un groupe immobilier. Et je me dis, nous, on essaye justement à chaque fois de cocher toutes ces cases dans un même projet. Alors ma question, qui porte d'ailleurs aussi sur le temporaire, et en la posant sur le temporaire, je la pose en même temps sur l'urbanisme plus pérenne. Est-ce qu'on cherche aujourd'hui, est-ce que vous cherchez, en tant que maire, une mixité d'usage au mètre carré la plus forte possible, une diversité d'usages ou pas? Est-ce que c'est aujourd'hui un critère pour vous ou pas? Quel est le projet idéal? Alors, mixité d'usage, incontestablement, le point sur lequel je tique, moi, de mon côté, c'est le au mètre carré. C'est-à-dire, il y a un moment où, quand quelque chose qui est utile, ce mélange devient une espèce d'objectif quantitatif et où on va noter le taux de mixité d'usage, je pense qu'on se trompe. Il y a aussi, à la fois il y a des réalités techniques et puis il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Je pense que ça dépend de l'échelle. Je pense que à l'échelle de la ville, c'est évident. À l'échelle de l'îlot, il faut aller le plus loin possible. Il faut évidemment sortir, c'est une tarte à la crème des vieux zonings. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Après, on n'est pas obligé de se dire qu'il faut absolument qu'il y ait au rez-de-chaussée gauche la culture, au rez-de-chaussée droit le solidaire, au premier étage gauche l'économique, puis il y a un moment, faut aussi que... Faut peut-être qu'on se mette un peu moins de pression, quoi. Là encore, je crois beaucoup au fait, ce qu'on disait tout à l'heure, de laisser des interstices, de voir ce qui s'installe. Quand on laisse des interstices, parfois il y a des choses qui prennent un peu trop de place et qui donc nuisent. Et il faut peut-être les contenir, mais il y a une approche effectivement assez organique des choses qui me paraît extrêmement importante. Laisser des initiatives, laisser des libertés, et peut-être si vraiment ça déborde du cadre, à ce moment-là, encadrer. En tout cas, je suis très dubitatif par rapport à notre tendance très française de tout normer, de vouloir, je vous dis, le jour où on aura défini l'indice de mixité, on aura fait des bêtises, quoi. Même si la mixité est une bonne chose. Il nous reste quelques minutes, Vincent, une dernière question peut-être. Une dernière question à tous, tout ça m'intéresse et je pose la question aussi vers Juliette Pinard. Comment, et vers Monsieur le maire, mais quelles sont les figures pour vous, les projets immobiliers, alors actuels, futurs ou passés, qui vous ont inspiré le plus dans votre pratique, alors dans la pratique de recherche sur l'urbanisme temporaire? Qu'est-ce qui vous a fait au fond accrocher à ce sujet-là? Vous êtes la première chercheure à faire une recherche sur ce sujet-là en tant qu'objet de recherche. Pourquoi vous êtes lancé? Et puis en tant que maire, qu'est-ce qui vous a, quand vous pensez à un projet qui vous a inspiré, encore une fois, passé, présent ou futur, auquel vous pensez? Juliette, le déclic. Le déclic, si on peut parler d'un déclic, moi je dirais que ma thèse a évolué au fur et à mesure que l'objet, la notion même d'urbanisme temporaire a émergé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ma thèse, le terme existait encore très peu. Enfin, il était assez peu mobilisé dans les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Et donc le sujet même de ma thèse s'est adapté à cet objet qui se construisait, ce qui est assez compliqué de faire un sujet de thèse sur
un sujet tellement d'actualité que chaque jour voit apparaître un nouveau projet. Et ça veut dire que plus vous avancez dans la thèse, plus le sujet vous passionne, ou plus vous trouvez des pistes? Dès le début, le sujet m'a passionné. Mais il faut savoir au bout d'un moment s'arrêter, c'est très dur de se dire j'arrête de regarder ce qui se passe autour pour me concentrer le sujet de la thèse. Sur la rédaction. Les sujets de la thèse, l'urbanisme transitoire et la manière dont ces projets accompagnent le développement de projets urbains et en même temps l'acculturation des acteurs de l'urbanisme et de l'immobilier à de nouvelles pratiques. Comme vous le disiez, la sobriété, etc. Pour moi, l'intérêt de ces projets, c'est de faire prendre conscience aussi, la valeur de prise de conscience qu'ils ont auprès d'un certain nombre d'acteurs sur la nécessité de faire évoluer les pratiques. Voilà. Et on a bien compris à travers vos questions que ça vous tenait à cœur. Bon, c'est en cours de rédaction. Nicolas Samson. J'ai pas forcément d'exemple qui m'intéresse. Je vais reciter deux que j'ai cités. J'ai adoré le projet initial de Yes We Camp parce qu'en plus je l'ai découvert en famille et il était même pas fini. C'était du temporaire parce que le lieu n'était même pas encore formellement ouvert. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait là une inventivité, une liberté que je trouvais formidable. Je vais reciter ce qu'a fait la recyclerie sportive. C'est vrai que moi ça m'amuse, m'étonne et m'enthousiasme de voir dans ma ville, moi j'ai grandi à Massy, de voir des projets comme ça qui à un moment peuvent me dérouter si je suis honnête, mais des projets comme ça prendre leur envol et devenir vraiment puissant. C'est-à-dire que c'est pas juste un coup, un truc comme ça, c'est des choses qui deviennent vraiment puissantes. Donc c'est ces deux exemples qui me viennent à l'esprit. Après j'ai été voir Les Grands Voisins, j'ai trouvé ça très chouette. Bon, il faut faire gaffe aux comparaisons. Ce qui se passe dans Paris n'est pas tout à fait la même chose qui se passe ailleurs non plus. Donc il y a des limites aux comparaisons. Mais moi, le truc qui me plaît dans tout ça, c'est les interstices de liberté. Voilà, on l'a bien compris, vraiment, urbanisme transitoire, d'abord, cette liberté, on va garder cette phrase, il permet de permettre, même pour les maires, et peut-être de laisser d'abord cet espace de liberté pour voir ces lieux se transformer et être complètement métamorphosés par les populations et les nouveaux usages. Un grand merci à nos trois invités. Juliette Pinard, bon courage pour la thèse, doctorante en urbanisme. Vincent Rasdi, directeur du développement durable et innovation chez Novaxia. Et Nicolas Samson, notre grand témoin du jour, maire de Massy et conseiller régional. À très bientôt pour un nouvel épisode de City Talks. Merci.